j'ai tout de suite mis les pieds dans le plat sur un sujet important, c'est que vous êtes une famille nombreuse. Oui. Et de tous les endroits que j'ai visités de personnes qui sont dans une démarche d'autonomie, vous êtes vraiment ceux pour qui ça fait le plus de sens, parce que les économies que vous faites en faisant les choses vous-même, vous les faites à une échelle qui est beaucoup plus large que dans une famille ordinaire. Donc je peux le dire, vous avez 7 enfants, donc vous êtes 9 à la maison, c'est ça? Exactement. Oui. Ça représenterait combien si vous deviez dépenser de la nourriture pour 9 personnes tous les mois? Alors c'est Abdelatif qui faisait les courses habituellement. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière que vous allez voir parce que je vais partir à la rencontre d'une famille dont la démarche vers l'autonomie fait d'autant plus de sens qu'il s'agit d'une famille nombreuse de 9 personnes. Et la particularité de cette famille, c'est que ce sont des touche-à-tout comme j'en ai rarement vu. Et l'autonomie, l'autosuffisance, chez eux, c'est une démarche globale, systémique, qui touche absolument tous les domaines, de l'énergie à l'alimentation en passant par l'instruction de leurs enfants, puisque ce sont des parents qui ont fait le choix d'enseigner à leurs enfants la lecture, l'écriture, l'histoire, les sciences naturelles, et de pratiquer ce qu'on appelle l'école à la maison. Certains d'entre vous les connaissent peut-être déjà parce qu'ils sont présents sur YouTube et ils partagent leurs aventures sur une chaîne qui s'appelle Alternative Life, et dont je vous mets le lien en description, donc si vous voulez aller voir cette chaîne, et très sincèrement, je vous recommande vraiment de vous abonner à cette chaîne parce que c'est l'une des chaînes YouTube qui montre un projet d'autonomie le plus abouti. En fait, ils sont en bonne voie pour être quasiment 100% autonomes. Alors pour pas que la vidéo dure 3 heures, j'ai pas tout mis, j'ai pas pu tout mettre en fait, parce que c'était impossible de tout mettre vu que leur projet est tellement vaste qu'il faudrait des heures et des heures pour le décrire dans sa globalité. Et il y a notamment 2 sujets en particulier qu'ils ont traités de manière extrêmement poussée et dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo, ce qui est un peu bête d'une certaine manière parce que c'est 2 sujets sur lesquels ils sont extrêmement avancés. Et je vous en parlerai pas dans cette vidéo parce que leur niveau d'avancement est tel que j'ai estimé qu'il était plus intelligent de faire des vidéos à part pour parler de ces sujets en particulier. Le premier de ces sujets, c'est leur élevage de poules de race ancienne, qui est vraiment conçu de manière extrêmement intelligente puisqu'ils ont conçu l'ensemble du système pour, sur une petite surface, élever plus d'une demi-douzaine de races de poules différentes, sans qu'il y ait de croisement entre elles et tout en leur donnant de la liberté, ce qui, je vous l'assure, est franchement pas évident à faire. Donc il y a une vidéo spécifiquement sur ce sujet, dont je vous mets également le lien en description. Et puis sur l'école à la maison, ils ont maintenant 10 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement à domicile. Donc pour en parler même de manière concise, il faut au moins une vidéo d'une demi-heure. C'est la raison pour laquelle il y aura une vidéo à part sur ce sujet spécifique de l'école à la maison que je vais essayer, si possible, de sortir la semaine prochaine. Enfin, le dernier point que je trouve extrêmement intéressant dans la démarche de cette famille, c'est que leur projet d'autonomie, en fait, il est conçu de manière systémique. Et donc leur but, c'est pas de tout produire eux-mêmes, mais c'est d'être 100% autonome en faisant en sorte que l'ensemble des choses qu'ils consomment, ça ne leur coûte rien. Et donc, de manière indirecte, l'idée sous-jacente derrière ce concept, c'est d'être capable de, littéralement, assurer l'ensemble de leurs besoins vitaux sans dépenser d'argent. Alors comme vous l'avez compris, c'est une vidéo très particulière parce que c'est très certainement le projet d'autonomie le plus avancé que je vous ai jamais montré sur cette chaîne. Ça va être un peu long, la vidéo est un peu longue, elle fait plus d'1 heure, mais installez-vous confortablement, prenez du popcorn, parce que ce que vous allez voir, c'est vraiment un sacré projet. Alors j'étais chez Piero San Giorgio et je voyais des stocks de nourriture impressionnants, mais là je suis chez vous et je vois des stocks de blé, mais énorme, il y a quoi? Il y a des centaines de kilos ici. Là, tu as une demi-tonne de blé, en effet. Voilà. C'est notre côté survivaliste. Non, je plaisante. C'est de la pure prévoyance, c'est du bon sens, à mon humble avis. On s'est posé la question, vu les circonstances actuelles. Oui, non mais attends, la prévoyance, c'est un terme survivaliste aussi. C'est une démarche, voilà. Si tu raisonnes comme ça. Ouais, mais de la prévoyance, du juste milieu, ouais. On va dire. Donc, t'as 500 kilos de blé qu'on est parti chercher quand même à 2 heures de route de chez nous dans l'Anjou. Parce qu'on n'en trouvait pas dans le coin. Bizarrement, impossible de trouver un agriculteur qui était disposé à nous vendre du blé meunier. Donc on est parti, comme je te le disais, vu un petit peu les circonstances actuelles, se faire une petite cargaison de blé, histoire d'être tranquille, histoire, tu vois, de parer aux différentes éventualités qui pourraient se profiler. Et donc voilà, tu as 500 kilos de blé tendre meunier qui donc sert pour la panification. Le pain, les pizzas, les pâtes aussi, bien que les pâtes... tu les réussiras mieux avec du blé dur, mais bon, il fallait faire un choix, là il avait que du blé tendre. Comment transforment-ils leur blé en farine? Eh bien tout simplement, tu utilises ce genre de moulin à farine domestique
Donc c'est super facile d'utilisation. Tu as un récipient ici dans lequel tu vas placer ta quantité de blé nécessaire. Ici, tu as 2 pierres de meules qui vont faire un travail de friction. Et c'est des meules en granit, donc auto-nettoyantes en plus. Ici, tu choisis ta taille de mouture, je crois qu'on dit ça comme ça. Et là, tu récupères ta farine. Côté rentabilité, c'est bien plus rentable de passer par l'achat de grains pour le transformer toi en farine que d'aller t'acheter de la farine toute prête en magasin. Donc tu vois, là je fais ma farine, je récupère ma farine et hop, là à côté, je fais mes pâtes maison. Tu vois, nous on est vraiment pas gadget. Les seuls robots qu'on a à la maison pour cuisiner, le top du top du top qu'on a, c'est, tu sais, un mixeur plongeant, le truc bateau quoi, que tu plonges dans ta soupe pour la mixer. J'investis pas dans d'autres gadgets, mais ça, tu vois, c'est une machine à pâte. Tu mets ta farine, tu mets tes œufs, tu mets ton eau. Ça te sort des pâtes fraîches. Et ça, nous, en tant que famille nombreuse, c'est le genre de machine pour lesquelles c'est rentable, quoi. Encore une fois, c'est électrique, d'accord, mais on a des panneaux solaires qui permettent d'avoir cette énergie-là totalement gratuite, encore, avec 0 frais. Peut-être qu'il y a eu l'investissement sur la machine, d'accord, mais ce que nous permet de faire cette machine-là, niveau santé, au niveau des pâtes bien fraîches. Au niveau du goût, quoi. Et le goût aussi, c'est demandant. Au départ, moi, je prenais du recul sur le goût de ces pâtes-là à la maison. Mais dès que je les ai goûtées, en fait, elles fondent dans la bouche. Tu verras toi tout à l'heure. C'est la différence, c'est toute la différence entre les pâtes fraîches et les pâtes du commerce. Tu me diras, tu peux la faire aussi avec une machine manuelle, il n'y a pas de problème. Sauf que va te faire des pâtes avec la machine manuelle pour 9 personnes. Ouais, ça, c'est le nombre. Là, je pense qu'en 15-20 minutes, je te fais 500 grammes de pâtes fraîches, quoi. Si tu regardes maintenant le coût d'un sachet de pâtes fraîches de 500 grammes, on va dire. Parlons pas des 500 grammes basiques, hein, des marques basiques. Hein. Pâte de qualité. Ouais, pâte de qualité de 500 grammes, par exemple, d'une certaine marque connue, quoi. Ça peut monter jusqu'à 2 € à 2,50 € le paquet de 500 grammes. Pour les pâtes fraîches, hein, je précise, hein, ceux qui sont au frais. Et là ça passe directement de la machine à la cuisson directement, mais vraiment, le goût, c'est 2 mondes différents. Alors, ici, on se trouve sur 1 hectare de prairie qui est en train de tout doucement se transformer en roncier géant, hein, n'est-ce pas ? Donc nous, c'est très important pour nous la production de céréales, notamment en mode famille nombreuse. Le pain, les pâtes, les pizzas, c'est la base. Donc on voudrait absolument, puisqu'on n'est pas mécanisé, que c'est pas dans nos compétences, qu'on n'a pas le temps, que c'est une charge de travail vraiment phénoménale, on voudrait en fait faire un échange de bons procédés avec un agriculteur du coin qui vienne nous chambouler tous ces ronciers, si je peux dire ça comme ça. Nous semer du blé et qu'ensuite on s'arrange au niveau de la récolte pour en obtenir une partie, quoi. Et là, normalement, en utilisant un tiers de toute cette réserve de blé là, on va produire 14 fois cette réserve que tu vois là. C'est ça qui est impressionnant. Soit 150 kilos qui vont produire 7 tonnes de blé. Et c'est là on voit qu'il y a un intérêt important, quoi, de partager plutôt que, encore une fois, économiser notre temps. Donc déléguer ce travail-là à un professionnel qui s'y connaît, quoi. Comme ça, on puisse partager, encore une fois, notre blé, créer notre petite production, et être totalement autonome en blé, c'est une des bases, quoi. Oui, parce qu'on en avait parlé avec Abdelaziz. Moi, c'est ce que j'avais fait sur mon précédent terrain. J'avais laissé une partie d'un terrain qui faisait 2 hectares de mémoire, en semis qui était adjacent à un champ sur lequel il y avait déjà du blé. D'accord. En échange de quoi, j'ai moi-même récupéré du blé gratuit. Ce sont des bases. Et on en revient à l'idée de cette forme d'autonomie qui est intéressante, où le but c'est d'arriver à une somme nulle au niveau argent. Voilà. C'est-à-dire le blé tu le produis pas, certes, mais il te coûte rien. Ouais, pas de carburant, pas de machine, pas de fatigue aussi, parce que c'est ce qui est aussi important, quoi. Une demi-tonne, soit donc 500 kg de blé, on l'a payé 180 €. D'accord. Ok, donc une tonne, 360 €. Donc juste pour te donner un petit peu les prix, 360 €, tu as 1000 kg de blé, 200 kg de blé, tu sèmes une prairie de 1 hectare et tu en obtiens 7000 kg. Donc ensuite, je te laisse faire les calculs, c'est ultra intéressant, quoi. Donc vraiment, je pense,
quand tu essayes un peu de viser comme ça l'autonomie, notamment alimentaire, qui plus est, nous, en famille nombreuse, la production de céréales, c'est fou de ne pas y penser, quoi. C'est limite plus important que les légumes. Donc là, on arrive à un point où 1,10 € la baguette. Donc tu multiplies par 5 pour la journée, on est à 5,50 €. 5,50 € multiplié par 30 jours, on arrive à peu près à 150 €. Ne te plante pas dans tes non, calculs. 150 €, 165 € pour être plus précis. Et tu multiplies par ça encore par 12, là on arrive à des sommes astronomiques, quoi. Quand on fait le point sur... si on prenait juste une année d'économie, en fait, que ça ferait, l'investissement, c'est quasiment deux fois moins d'investissement pour la même production, clairement. Ouais. Parce que si tu fais le point sur 1500 €, on va rester sur 1500 € de dépenses. Juste pour le pain, hein. Pour On le parle pain. pas des pâtes, on parle pas des brioches, on les nourrit pas que de pain, nos enfants et nous-mêmes, hein. Ouais. Tu prends la pâte à pizza, tu prends les pâtes, tu prends les brioches, tous les petits trucs accessoires, Voilà, gâteaux et c'est ce tutti que je voulais quanti, dire, là. en fait. C'était Donc, toutes les dérivés qu'il Donc y a. en gros, tu as dit quoi, 1500 € de pain Il a dit 1800 si on est précis, parce que 150 x 12, ça fait 1800. 165 fois D'accord, 12, donc 1008 de pain, d'accord, en sachant qu'on a vu qu'en plantant 1 hectare de blé, il faut donc utiliser entre 150 et 200 kilos. On a vu que une demi-tonne, ça coûtait 180 €. Ouais, non, mais c'est largement plus rentable. Ouais. C'est une tarare à blé. Vous l'avez trouvé sur Le Bon Sur le Coin. Bon Coin, ouais. Il y en a plein d'ailleurs, hein. D'accord, ouais. Tout aussi belles les unes que les autres. Donnez-moi ça. Ouais, il faut lui mettre un petit coup de rénovation quand même. Ouais, pour, il y a un petit mais bout elle de- est. Il y a même elle 2-3 fonctionne. planches à changer, j'ai vu. Donc tu mets tes épis de blé et ça te sépare les grains des épis. Et tout ça sans électricité. On essaye, dès qu'on s'intéresse par exemple, aux céréales pour notre autonomie, on essaye de faire le cycle complet jusqu'à l'élément Qu'est-ce que ça va final, donner dans ce que l'assiette? ça va donner dans l'assiette, en fait. Mm. C'est pour ça qu'on fait étape par étape. On peut pas, si on attaque plusieurs points en même temps, on va se perdre. Donc on a réfléchi en fait, au niveau de notre coût à nous, parce qu'on est nombreux, pour le pain. Donc la consommation de pain journalier, c'est plus important qu'une famille normale, quoi. Enfin, on va dire, tout le monde est normal, tout le monde est normaux, quoi. Mais pour une famille basique, ouais, à peu près une consommation, une baguette à 2 baguettes par jour. Nous, on peut aller jusqu'à 4, 5 baguettes par jour. Donc là, on en voit clairement la rentabilité. Alors ici, tu es devant notre dernier investissement. Donc ça nous tenait à cœur déjà depuis l'année dernière. Donc il s'agit de 2 vaches de race bretonne pinoire. C'est pour tout ce qui va être la production de lait et de nos produits laitiers. Comme tu peux le voir, c'est des vaches de petit gabarit. Pour les femelles à l'âge adulte, tu ne vas pas excéder un poids de 450 kg et pour les mâles, maximum 750 kg. Donc tu vois, une vache de petit gabarit comme ça, elle est facile à manipuler, facile à diriger. J'étais en train de penser, elles sont pas très grosses en fait, mais c'est la race qui veut ça. C'est pas qu'elles sont jeunes ou n'importe quoi, c'est que elles sont d'une race où elles sont naturellement petites comme ça, quoi, en fait. Ouais. Alors je te dis juste les âges pour te donner une. Ouais. Bon, Alors vous vous rendez pas compte de l'échelle en fait, parce qu'il y a pas de, je sais pas si on peut mettre un truc dans le champ, une brouette ou. Bah vas-y toi, Si tu peux te mettre dans le champ délatif comme ça, on voit. J'espère qu'elles vont pas te foncer dessus. Ce dont vous vous rendez pas forcément compte, c'est que c'est des vaches relativement petites, hein. Si vous voyez par rapport à un humain, ce sont des vaches de petite dimension. Elles sont très rustiques, donc tu as très peu de maladies, tu as une facilité au niveau du vélage, elles se débrouillent complètement. Celle-ci, tu vois, elle a vélé hier toute seule. Elle a 4 ans, c'est son deuxième petit, hein, pour précision. Ouais. L'autre qui est à côté, qui a 2 ans, ce sera son premier vélage et on n'aura pas besoin d'intervenir, mais malgré tout, nous, pour les premiers vélages et les premiers agnelages, aussi avec les brebis, on fait toujours en sorte de guetter le moment et de rester à bonne distance pour intervenir au cas où. Mais normalement, enfin, on n'a jamais eu de problème, même sur les brebis, on n'a jamais eu besoin d'intervenir. Donc au niveau de la consommation, ce type de vache, pour te donner une idée, ça consomme seulement entre 10 kg à 12 kg de matière sèche par jour. D'accord. D'accord ?
Donc ça mange assez peu alors. Assez peu, et pour produire malgré tout un lait super crémeux. Leur lait, il est vraiment au top pour tout ce qui est de la transformation de produits de crèmerie. Donc je te parle du beurre, je te parle de la crème, je te parle aussi du fromage. Donc c'est vraiment l'idéal. Ça fait partie des derniers investissements qu'on a réalisés pour transformer le lait qu'on va obtenir grâce à nos 2 vaches. Donc il s'agit d'une écrémeuse, donc c'est là-dedans que tu vas verser ton lait pour le transformer. D'un côté, tu vas récupérer la crème, d'un côté, donc le lait écrémé. Et donc avec la crème, le lait que tu auras transformé en crème, tu pourras fabriquer, alors ou tu auras ta crème fraîche directement, ou tu pourras fabriquer ton beurre maison, tout simplement. Si tu traites ta vache 2 fois par jour sur ce type de race-là, une vache va te donner 10 à 15 litres de lait par jour. Donc, bien qu'on soit neuf, il va quand même falloir qu'on réfléchisse à comment organiser notre routine de transformation avec toute cette quantité de lait. Ouais, beurre, yaourt, mais enfin si tu veux, faut s'organiser. Je trais, j'ai combien de temps pour transformer mon lait en beurre ou en crème ou en fromage? C'est une organisation quoi. Bien sûr. Tu vois, c'est comme quand tu fais de la conservation avec ton excédent de légumes. Là, c'est pareil, il va falloir s'organiser. C'est une routine à trouver. Donc, tu vois, la préservation des races rustiques comme ça, moi je trouve que c'est super important. Et puis tu sais, on a l'impression aussi d'être à notre petite échelle de rien du tout. Hein. On fait se perpétrer, voilà, tu vois, on transmet, on continue à faire se perpétrer cette race. Donc je trouve que c'est important aussi. Donc là, comme tu peux le voir, pour le moment, on utilise des filets à moutons. Ouais. Mais c'est pas la clôture définitive qu'on va utiliser. Là, bientôt, on va réceptionner des clôtures mobiles spécialement pour les vaches. Du coup, on pourra récupérer celle des moutons. Et donc là, pour te donner une idée, on est sur une surface d'à peu près 100 mètres carrés. Et moi, depuis le mois d'avril, je l'ai fait tourner tous les 5 jours à peu près, sur 100 mètres carrés. D'accord. Et donc ça... c'est un système de pâturage qui s'appelle le pâturage tournant dynamique. Donc je suis encore en train de creuser le sujet, hein, je ne suis pas experte. Mais en gros, ça te permet de proposer continuellement à tes animaux de l'herbe fraîche et de l'herbe qui est au top en fait de sa nutritivité. Ok. D'accord. Et à chaque fois sur des petites surfaces comme ça de 100 mètres carrés, mais en faisant tourner d'un endroit à l'autre. En faisant tourner régulièrement. T'évites le surpâturage. Ouais. Tes bêtes, elles ont envie de brouter parce qu'elles sont toujours sur une herbe fraîche, propre, t'as pas de bouse, donc t'évites aussi pas mal les maladies, le parasitage, etc. D'accord. Et ça te permet vraiment d'optimiser tes ressources en herbe, si tu veux, en fonctionnant de cette manière. Et ça te permet surtout de pouvoir les laisser 12 mois de l'année. Tiens, il est en train de téter. Elle est en train de téter. C'est une génisse. C'est une femelle. En train de téter. En fait, nous là, l'idée de base sur laquelle on est parti, c'est de prendre notre budget alimentation sans se priver, comme on a toujours fait d'ailleurs, les bons jours comme les jours les plus compliqués. Tu prends ton budget alimentation pour une famille de 9 personnes et tu regardes, en fait, tu classes par catégorie les types de nourriture et tu regardes ceux qui te font dépenser le plus. Nous, clairement, c'est tout ce qui est blé, céréaliers, farine et compagnie. C'est tout ce qui est les produits laitiers. Et vient ensuite... non, mais attends, je parle de nourriture, vient ensuite viande. Donc tu pars de ça et puis tu te dis comment je vais soulager mon budget alimentation. Qu'est-ce que je peux produire moi-même? Et très rapidement, voilà, tu fais ton blé, tu fais tes volailles, tes moutons, tes veaux. Et pour les produits laitiers, tu prends 2 vaches. C'est largement, même trop suffisant. Une vache nous suffirait, mais elles aiment bien être en compagnie, donc voilà. Mais là, je sais pas, tu vas t'ennuyer quand je vais t'envoyer faire des courses, quoi. C'est ça. En fait... T'apprends à faire tes produits ménagers. Tu vois, malgré qu'on soit neuf, il reste plus grand chose. Tu vois, ce qui est bien, on va dire, pour nous, hein, ce qui est bien dans la démarche dans laquelle on est parti, nous, on n'est pas parti directement dans la privation. On est parti d'abord dans le plein pot de dépenses. Comme ça, vous voyez quels sont vos ce qui est important, ce qui est obligatoire, ce qui est important, ce qui n'est pas important. On voit ce qu'on dépense. Et de toute façon, excuse-moi, quand tu commences à produire ta viande, de l'œuf au poulet ou bien de l'agneau à l'agneau un peu plus âgé que tu vas abattre pour la consommation, de toute façon,
ta consommation de viande, elle va s'ajuster. Tu vas plus consommer de la même manière. Tu vas diminuer parce que tu vas diminuer parce que c'est toi qui as élevé l'animal, tu sais ce que ça t'a demandé comme effort, tu l'as vu grandir et tout cet animal, donc tu as un autre rapport à la nourriture. Donc avant ça, on avait des moutons en tonne et marteau. On a changé parce qu'ils avaient des cornes et ils avaient une facilité à sortir des clôtures, quoi. Ouais. Donc nous, on s'est adapté un peu, on a vu qu'on avait des difficultés, on a patienté pendant 2 ans, on a vu comment ça se passait et on a décidé, clairement, même si on les aimait beaucoup, nos tonnes et marteaux, hein, clairement. Et donc on a changé de race, on est parti. Et ça fait partie, tu vois, des apprentissages au fur et à mesure de notre installation. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on choisisse des animaux qui allaient s'adapter à notre installation. Donc la laine, on va la nettoyer. Ouais. D'abord lui enlever ses grossièretés, ensuite la nettoyer à l'eau, tout simplement. Et ensuite je vais la filer et puis la tresser pour en faire, tu vois, des simples couvertures parce que je ne sais pas tricoter, ni faire un ourlet. Donc on en fera juste des grosses couvertures bien chaudes. Donc t'as 4 brebis et un bélier. La cloche, c'est pour savoir où elles sont. Parce qu'on est sur environ 11 hectares là. La laine des moutons soloniaux, elle a cette couleur particulière qui s'appelle la couleur bise. C'est un mélange, tu vois, caramel, café, gris. C'est plein de nuances différentes, tu vois. Ça va du beige clair au marron chocolat beaucoup plus foncé. Donc c'est très joli. Elle n'est pas blanche. Non, elle n'est pas blanche. Pas toute blanche. Et quand tu les tons, ils sont, tu vois, comme ça, roux. Et les petits naissent tout roux comme ça. D'accord. Et au fur et à mesure, ils ont cette petite couche de laine bise qui pousse. Donc la race solognote, c'est une race très rustique. Je crois qu'on dit de la race solognote que c'est un des moutons les plus proches du plus ancien mouton français en fait. Et donc elle a comme avantage de valoriser les pâturages même les plus grossiers. C'est-à-dire que si tu n'as pas des prairies enherbées à foison pour tes moutons, tu prends cette race-là, ils vont te valoriser tout ce qui est ligneux, les ronciers, te débroussailler tout ça. Ils en sont vraiment très friands, quoi. C'est des chèvres, quoi. C'est des moutons, des moussons qui bouffent comme des chèvres. Tu vois, mais c'est marrant, on dit d'eux qu'ils ont pas un caractère de mouton, mais un caractère de chèvre. C'est-à-dire qu'elles sont très curieuses. Par ordre d'idée, vos 1 tonne et marteau, vous le vendez combien à peu près? Les femelles entre 150 et 180 et les mâles entre 120 et 130. D'accord. Et là, sur la race solognote, pour te donner une ordre de prix, là, bizarrement, c'est les mâles qui coûtent plus cher, mais je pense qu'il doit y avoir une histoire de plan de sauvegarde ou quoi. Les béliers, donc les reproducteurs, valent plus cher. Le bélier sologno, tu vas le vendre aux alentours de 200-250 €. Et les femelles, celles qu'on a achetées, nous, cet automne, on les a payées, je crois, 150 pièces. 150, donc voilà, fais les calculs, mâle ou femelle. Ensuite, si tu les vends adultes, pas adultes, si tu les vends pleines ou pas, enfin tu vois, ça peut varier. Donc là, pour des installations plus ou moins modestes, avec des zones de pâturage comme du sous-bois, des zones de pâturage plus ou moins comme ça grossières, c'est un mouton qui est parfait pour l'autonomie, quoi. Pendant les 2 premières années, on a démarré le projet, en fait. C'est qu'on a commencé par tout ce qui est rapport avec le potager. Donc apprendre à connaître notre sol déjà, ce qui fonctionnait bien où on habitait. Et au départ, on faisait un peu de tout. Les légumes, on faisait un peu de tout. Et il y avait beaucoup de restes. Ce qui s'est passé, on a fait un petit audit avec les enfants. On a regardé quels sont les légumes qu'ils préféraient. Et ce qu'on préférait nous-mêmes à planter, pour pas faire aussi du gaspillage. C'est ce qui s'est passé. Après 2 ans, on commence à contrôler. Chaque année, en fait, on rajoute une petite technique en plus, comme la dernièrement, on utilise les bâches. Et on a vu clairement qu'on a multiplié par, clairement, on peut dire x2 au niveau de notre production, là, pour l'instant. Et comme le disait Damien Descartes, il faut de l'observation. Parce que les premières années, tu as envie de faire de tout. Tu as envie de cultiver de tout, de mettre plein de choses dans ton potager. Et puis, les années passant, l'observation se fait et tu te dis, mais est-ce que ça a encore un intérêt que je cultive ça quand au final, à acheter, c'est pas si cher que ça au kilo? En termes de travail investi, est-ce que c'est rentable à plein de niveaux? Tu fais tes petits calculs. Et donc, tu affines en fait au fur et à mesure du projet, au fur et à mesure des observations. C'est pour ça que les observations, c'est vraiment super important. Au fur et à mesure de nos observations, maintenant, on a affiné les choses et donc on produit vraiment uniquement ce qu'on consomme. Alors ici, on est devant notre petite banque de graines. C'est, je pense, ce qu'on a de plus précieux à la maison. Les graines, les semences.
Idéalement, elle mériterait d'être rangée dans quelque chose de fermé pour des raisons de conservation. Là, c'est un rangement provisoire. Et donc, tu vois, je classe ça en légumes feuilles, légumes racines, légumes fruits, sachets ouverts, sachets bien fermés. J'essaie de m'organiser. Et l'idée aussi, c'est de développer ses propres semences. Donc, on s'efforce, on s'astreint. Quand on lance une culture, j'en sais rien, sur la carotte, le radis pour celles qui viennent de passer, là, et notamment aussi les salades qui sont montées en graines, on s'astreint à chaque fois de laisser quelques pieds de légumes montés en graines, qu'on signale avec un bâton de bambou ou quoi que ce soit, notamment pour les enfants et même pour nous, pour s'en rappeler, et on vient récolter nos graines une fois que la plante a bien séché pour avoir nos propres sachets, quoi. C'est elle donc qui vient de m'arracher mes maïs. Ça passe par où? Parce que t'as pas fermé la basse-cour. Punaise! Ça fait au moins 7 fois que je replante les maïs. Ah bah il y a un trou. Non, il y a un trou, par où elle passe? Ah, elle passe par en dessous, parce qu'il n'est pas fixé le grillage. Donc recommençons. Donc ici on se trouve sur la zone la plus plate en fait de notre terrain, qui est fait de forêts et de prairies. Donc cette année c'est ici qu'on a décidé d'installer toutes nos cultures potagères. Parce que jusque présent, pendant 2-3 ans, on cultivait derrière la maison dans l'idée du système en permaculture où en fait plus c'est proche, plus tu vas être incité à y aller, plus ça va te faciliter, etc. Sauf que nous là-bas on avait la contrainte de la pente. Donc au niveau de l'arrosage, c'était que très peu efficace. Donc cette année on a décidé de tout rapatrier autour de la serre qu'on a installée il y a 2-3 ans déjà sur l'endroit le plus plat. Donc tu vois on avait le problème d'avoir les cultures de pleine terre qui étaient juste derrière la maison, et il fallait marcher jusqu'ici pour venir à l'endroit le plus plat où on avait installé la serre. Donc c'était vraiment fouillis. Donc maintenant on a tout concentré autour de la serre. Donc je te fais le résumé des installations. On a une serre de 40 mètres carrés et on a divisé le reste du terrain qu'on avait tout autour en fonction de l'exposition du soleil. Donc ici on a fait 3 planches de culture qu'on a bâchées. Et on y a mis tout ce qui a besoin de soleil, comme les courgettes, les cucurbitacées, etc. Ici, de ce côté-là, tu as un peu plus d'ombre en fin de journée. Donc on a mis tout ce qui est les légumineuses et les pommes de terre. Donc tu as du haricot, tu as du pois, bref, tout un mélange de légumineuses. Et derrière, puisqu'on a l'ombre de la serre qui est projetée à partir de 14h comme ça l'été, on a mis tout ce qui va être... légumes feuilles. Là c'est pas très représentatif parce qu'on a laissé les salades monter en graines, et donc dans la serre, je vais te montrer, viens. Dans la serre on privilégie de faire tout ce qui est tomates, poivrons, les solanacées, aubergines et les melons, parce que les melons ont besoin de beaucoup de chaleur. Alors ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que vous les aviez très bien alignées, les tomates, et puis qu'il y a des graines qui étaient dans le sol qui ont poussé, voilà, qui ont poussé de façon chaotique, et finalement... Comme pour toute personne maniaque, en début de printemps, c'est toujours super, parce que tu as tous tes petits plants bien jeunes, tout bien alignés, tu te dis cette année ça va être organisé, et là, je vais faire un truc carré. Et après ça part toujours en mode jungle comme ça, à cause des, ce que j'expliquais dans une vidéo, des semis spontanés, parce que tu as des tomates qui repartent spontanément chaque année, des fruits qui ont pourri au sol les années précédentes. On veut consommer du frais, mais on veut aussi faire de la conservation. Donc tout ça, ça demande aussi de planter plus, et donc ça te demande par conséquent beaucoup plus de temps au niveau de beaucoup plus de temps à consacrer à l'arrosage. Et donc là, c'était plus envisageable, quoi. Et donc vous avez remplacé Moi, je veux bien travailler, ces jolis outils par quelque chose d'un peu plus moderne. D'un peu plus moderne. Donc, ça n'empêche que pour les endroits où l'arrosage automatique n'arrivait pas, on a installé des Oya, notamment au pied des vignes, etc. Mais au bout d'un moment, il faut faire des choix. Parce que, comme je te disais, on veut bien travailler, on n'est pas réticent au travail, loin de là. Mais par contre, quand c'est de la perte de temps pour perdre du temps, il faut viser efficace, quoi. Tu veux produire, tu veux te nourrir, il faut viser efficace. Sur la perte du temps, je me permets de redire, parce que moi je suis quelqu'un qui défend beaucoup les Oya, je me permets de redire ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'en fait,
le fait que vous ayez des petits volumes comme ça fait que vous devez les remplir souvent. Ouais. Mais on en a des plus grosses aussi, tu vois. Moi, là, je vous coupe au montage et je vous montre au montage la taille de mes Oya à moi. Vous voyez, avec des Oya de cette taille-là, en fait, moi, je les remplis une fois par semaine. Et tandis que là, je pense qu'à cause du volume, en fait, vous devez les remplir souvent. Et par contre, ça coûte moins cher à l'achat, je pense. Ouais. C'est ça, c'est le truc. Et puis tu mets une grosse, t'arroses plusieurs plants tout autour. Ouais. Tu mets une plus petite, ça va être peut-être plus consacré. Tu vois, un citronnier, tu le mets au pied du citronnier, elle sera consacrée que à l'arrosage du citronnier. Un plant en particulier, ouais. Les usages sont différents. Ouais. Mais jamais tutoré mes courges les années précédentes. Et cette année, j'ai dit bon allez, on va tutorer, sinon je peux plus marcher dans mes allées en fait. Ouais. Et je tenais à ce que mes allées restent nickel, étendues. Oui, mais c'est ce que je vois, ça fait bien propre et. Moi, je sais pas si vous avez vu quand la vidéo que j'avais fait sur mes courges il y a 3 ans. Moi, c'est. Tu peux plus passer. Moi, je suis pas rigoureux comme vous. Mais moi, ça fait, tu vois. Ah non, mais les autres années, on faisait ça. Mais clairement, ça te. Tu vois, prendre l'espace. En fait, plus tu expérimentes, plus tu te rends compte que il faut que tu mettes en place des solutions pérennes, des solutions qui te facilitent la vie au quotidien. Ouais. Et ça, par exemple, les bâches et garder un espace entre les bâches pour tondre, ça te permet, tu vois, je passe d'une culture à l'autre facilement avec mon tuyau. Je peux venir récolter mes légumes facilement, enlever les feuilles mortes, tu vois, je peux circuler facilement. Mais ça, tu t'en rends compte au fur et à mesure que tu expérimentes. Et encore une fois, c'est selon notre système de voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est adapté à vous et à vos besoins parce que quelqu'un que ça dérange pas. On l'a fait aussi, hein, de par marcher. Exemple, un autre exemple au niveau de la récupération des graines après, tu vois, pour les courgettes. Ouais. Il y en a qui sont d'école à attendre de prendre les dernières courgettes, quoi. Et nous, on a remarqué en fait en prenant les dernières courgettes, l'année d'après, les graines étaient moins fertiles que les premières courgettes. Tu vois, ça on a repéré ça. Le taux de germination. Le taux de germination, il est moins efficace que les premières courgettes. C'est pour ça que tu peux voir, tu vois, on a laissé des courgettes là pour récupérer leurs graines. Sur les premières, tu vois. Les premières, les plus belles. C'est aussi des personnes comme Damien Guécars, clairement, qui nous a vraiment donné envie d'aller dans ce domaine-là. Il a vulgarisé. Il a excellé dans ça, dans le fait de vulgariser tout ça, le travail de la terre, etc. Donc, même là, tu vois, on t'avait parlé du potager aussi. Le potager, on a démarré à faire de tout. Ouais. Et après, on a discuté avec les enfants. Non, vas-y, juste un truc pour ça, parce que je me permets, j'ouvre une parenthèse là-dessus, parce que je dis tout le temps aux gens de ne pas commencer par le potager, de jamais commencer par le potager, parce que le potager, c'est super chronophage. Oui. Et que la quantité de nourriture que tu vas en tirer est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins élevée que ce que tu vas tirer d'autres ressources, comme on parlait des poules, ou le blé, le fait de mousse à farine. Pour se nourrir, c'est ça, en nombre de calories, ce que tu vas tirer du potager, c'est beaucoup moins élevé que si tu vas pêcher ou si tu vas chasser ou si. Mais disons peut-être à décharge. Mais vous, je termine juste. Mais dans votre cas à vous, vous êtes 9. Le potager, ça fait sens différemment en fait. Ah, c'est clair. C'est clair, mais à décharge de ceux qui commenceraient par le potager, tout comme ce qu'on a fait, c'est que je pense que dans l'imaginaire de tous, c'est quelque chose de bien plus accessible, que ce soit en termes de surface, que ce soit en termes de connaissances, que ce soit en termes d'investissement. Mettre tes graines en terre, tu as quelques notions de base. Voilà, les volailles, c'est déjà un autre délire, quoi. Là, tu gères le potager, c'est du vivant, mais là, quand tu gères des volailles, tu gères du vivant, pour le coup, vivant, vrai de vrai, quoi, de l'animal. Donc c'est peut-être plus simple de prime abord de commencer par du potager, plus accessible pour tous, quoi. Alors, il y a environ 2-3 ans, on a investi dans 2 ruches pour essayer de produire nous-mêmes notre miel. Donc on a choisi des ruches varées, c'est une conduite de ruches bien particulière. Et d'ailleurs, tu peux voir que celles-ci, elles sont vitrées. Donc c'est très ludique pour les enfants. Ils peuvent voir, donc en temps normal, bien évidemment, tu refermes, hein. Donc là, j'ai pas le petit bout de bois, mais en temps normal, c'est fermé. Et donc les enfants peuvent s'approcher et ils voient, en fait, si tu veux, l'évolution, la fabrication des alvéoles par les abeilles. D'accord. Donc avec chaque ruche, on a produit à peu près 15 kilos par ruche, ce qui nous faisait une trentaine de kilos par année. Donc pour notre consommation, c'était parfait. Sauf que l'année dernière, on a donc eu un accident avec des animaux sauvages qui nous ont renversé les ruches. On a un essaim qui est parti,
un qui est mort dans la foulée, donc on était quand même super déçus. On aurait dû peut-être être plus vigilants, quoi, mieux les protéger, ouais. avec un grillage ou quelque Ouais. chose. Et donc on a laissé tomber la production de miel pour cette année. On avait plein d'autres chantiers différents en cours. Par contre, ce à quoi on a songé, c'est de mettre à disposition notre forêt, où tu as vu tout à l'heure, il y a une quantité d'essence d'arbres assez impressionnante. Et donc on voudrait mettre notre forêt à disposition d'un apiculteur du coin pour qu'il vienne poser ses ruches et qu'on se partage la récolte. Le même principe que le blé. Voilà, C'est-à-dire, exactement. mettre le terrain à Exactement. disposition et Ça puis, c'est, tu vois, ça fait partie aussi des choses des sagesses qu'on a réussi à atteindre un peu avec le recul et l'observation. Au début, on était super enthousiastes, on voulait tout faire. Ouais. Et puis au final, tu revois, tu repriorises et tu préfères en fait, en tout cas, nous, dans notre configuration à nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Chacun ensuite fait comme il veut. Mais on a décidé de prioriser certains pôles, tu vois, ouais. et d'autres de les déléguer tout simplement. Et c'est comme ça que tu te rends compte que l'autonomie, c'est pas tout seul, c'est forcément en réseau, c'est local, c'est le partage de connaissances, c'est l'échange de bons procédés, c'est le troc. Donc c'est super important, je trouve, à mettre en avant. Donc on a bien commencé pour les 2 premières années avec ces pôles-là, pour notre autonomie. Ensuite, on s'est dit, mais vu qu'on va augmenter notre production, qu'est-ce qui va augmenter comme dépense? C'est l'eau. L'eau qui est la source de vie, clairement. Donc on a cherché un moyen d'utiliser moins d'eau potable, quoi, l'eau qui vient directement du réseau. Et on a commencé à utiliser des récupérateurs d'eau pour pouvoir faire de l'arrosage. C'est là qu'on a découvert un puits, en fait, en forêt. Donc on tire l'eau avec notre pompe à eau, et avec ça on arrose. Donc automatiquement on a commencé à être complètement autonome au niveau de l'arrosage. Donc c'est un point hyper important. L'arrosage et l'abreuvage aussi, Voilà. l'abreuvage des animaux, du bétail. Et ce que Mathilde disait à 30 secondes, c'est qu'avant qu'il y ait toutes ces lentilles d'eau, vous pouviez même faire du bateau dessus. Ouais, on fait c'est une question de loisir, hein. Avec les enfants, petite promenade en bateau. Avec un petit bateau pneumatique, tu sais, classique de chez Decathlon, là. Ouais. Ça fait un peu de sport et en même temps ça fait plaisir aux enfants, tout simplement. Et dès C'est lui qui a fabriqué ce petit truc là pour les enfants. Ce petit pont. Ok. On fabriquait ça, c'était assez simple, hein. Ouais, parce que en fait, tout ce que je vois là, ce sont des eaux de ruissellement en fait. C'est ça qui alimente cette mare. Et d'ailleurs, il y a une évacuation à Ouais. la fin du premier, là, tu vois, en oblique. Et cette évacuation, quand ici c'est trop plein, vide le premier étang dans le deuxième qu'on va te montrer. Quand tu arrives à pas de velours, tu surprends des couples de hérons qui s'envolent à la dernière minute, c'est magnifique. Et donc du coup là, c'est la limite de votre propriété. Ce Ouais. truc-là, c'est à partir de là. D'accord. Il fait du foin où il met ses vaches derrière l'agriculteur. Je me permets de revenir sur le tuyau. Donc ça, c'est le tuyau Qui part de la source. qui part de la source et qui... Ensuite, arrivé derrière la maison, il y a un comment ça s'appelle, Abdelatif, les tuyaux, tu sais, qui ont 2 têtes. Un embranchement, ouais. Ouais, non, c'est un nom particulier, je sais plus. T'as 2 vannes différentes en fait, Ouais. et t'en as une qui part pour l'abreuvement des vaches, des moutons et des volailles, et t'as l'autre qui va tout droit à la serre. D'accord. Et avec la pompe, ça te permet d'avoir un peu plus de débit, parce que comme tu vois, on est en montée, donc si t'as pas de pompe, ça monte pas, quoi. Ah ouais, parce que c'est vachement loin. Enfin, il y a ouais. plusieurs centaines de mètres. Ouais. Et ici, c'est là-dedans. C'est du fait encore. Comme si on a une bonne réserve d'eau, hein. Ah ouais, donc Voilà. vous avez le puits ici et vous avez la source. Mais alors du coup, la source, ce serait pas un prolongement Non, du- on pensait que ça venait de là. Mais Ouais. ça, c'est vide, par exemple, alors que la source coule. Le D'accord. puits est vide, mais la source coule. D'accord. C'est ce que j'ai développé là, en fait. C'est ça qui est impressionnant. C'est que là-bas, quand on arrive en période quand il pleut le plus, quoi, à partir de octobre jusqu'au mois de janvier, Ouais. quand il pleut beaucoup, en fait, on voit que là, ça se remplit de fou. Et là aussi, il y a un plus fort écoulement ici. Ouais. Et derrière là-bas, en fait, on a de l'eau, clairement. On en avait même jusqu'au mois d'août, hein, de l'eau habituellement. Et c'est là qu'on a vu cette année, en fait, là on peut voir clairement les effets de la chaleur qu'il y en a en ce moment.
c'est que l'eau se tarit plus rapidement. Avec moins d'utilisation, parce qu'habituellement on arrose, on avait 2 potagers arrosés avant de tout concentrer vers le haut. Et c'est ce qu'on a remarqué en fait. En plus, c'est quoi, il a été mordi, on dirait. Ça venait de là. Hein. Et donc il y avait une source ici en fait. Ici, ouais, il y avait une source. Dès qu'il pleut, donc je pense que l'eau s'emmagasine en dessous du rocher, du gros rocher qu'il y a là-dedans. Il doit y avoir une bonne réserve là-dedans. Hein. Et à la fin, en fait, l'eau, il y a tellement un gros écoulement, en fait. Nous, on a fait un système de branchement, on a rappuyé un tuyau dedans. Et en fait, l'eau ne sort que par le tuyau. Ce qu'on a fait après, c'est qu'on a pincé avec on appelle ça Un aquastop. un aquastop l'eau. Et en le rebranchant avec un autre tuyau, on arrive à tirer de l'eau. Mais vu qu'il n'y a pas assez de débit, qu'il y a un peu de hauteur, pour amener l'eau au potager là-haut, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé une pompe à eau. Et normalement, on n'entend plus que la pluie, nous, parce que c'est hyper important. Et là, ça fait pratiquement 1 mois et demi, 2 mois qu'on a plus d'eau. Quoi. C'est complètement tari là avec la sécheresse. Ah, il y a un petit débit quand même hein, sur celle-ci. Ah ouais? Ouais. Parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Si, il y a un petit débit. Un tout petit fil, ouais. Non, quoique ça va là. Regarde. Non, c'est que... Et par contre, ça, vous l'avez jamais canalisé? Non. Non, on n'a pas canalisé, on va s'en occuper. Parce que, Non, mais puisqu'il y a un petit débit là, tu vois, on va en profiter pour faire le test de l'eau qu'on a reçu. pour précision, normalement, ça sort des 2 côtés. Hein. C'est-à-dire. Ah oui, Ça là sort et de là. droite aussi. Ouais, Ça sort aussi par là. Ça Mais aussi, quand voilà. il y a un peu plus de débit. Quand il y a plus de débit. Et là, voilà, Au printemps, ça coule à foison. Là, ça coule à foison. Après, ça fait un petit, on va pas dire un grand cours, mais ça fait un petit cours. Tu vois le débit, tu vois là, en fait, le courant passé. Quoi. En fait, vu qu'on fait, on est nombreux, tu sais très bien qu'on est bien nombreux. Et vu qu'on reste la plupart du temps, on est en hauteur ici. On sont en train de travailler au jardin, ici à la serre. Et on a les enfants à côté de nous, quoi. Et qu'avec une équipe de 9, l'eau, tirer les chasses d'eau, la consommation futile et clairement dans les toilettes de l'eau, on a préféré installer des toilettes sèches maintenant. Et on réutilise en fait tout dans le compost. Et 2 ans après, en fait, on le réutilise faire tourner au potager tout simplement. Et voilà, tu vois là, une chasse d'eau 10 litres à chaque fois. On s'est mis aux toilettes sèches. Je pense que on va revenir en fait à des choses plus basiques et plus économiques tout simplement. Ce que faisaient les gens avant, tout simplement. Ouais. Aller aux toilettes en extérieur. Il y a un truc qui revient régulièrement, parce que il faudra qu'on en parle à un moment, je ne sais pas quand on va le mettre, mais c'est que vous êtes une famille nombreuse, donc en fait il y a une économie d'échelle. Bah oui. Vous, c'est vraiment 10 personnes qui tirent une chasse d'eau, ça prend une ampleur qu'il n'y a pas dans une famille de 3 à 4 personnes. Tout à fait. Et c'est pas qu'une fois par jour, ça se trouve. Bien sûr, bien sûr. Et des fois, les enfants, ils tirent pas à la chasse d'eau, c'est pas une fois, et des fois, ça fait joujou. Oui. Une fois, 2 fois. Et par rapport à une famille, donc déjà, vous faites une réduction là, mais cette réduction est d'autant plus importante que ce que vous dépenseriez en eau, c'est le double de ce que dépenserait une famille normale. Exactement. Donc d'où l'importance en fait d'avoir posé des toilettes sèches. Hein. Tu peux voir comment c'est hyper propre. On les a installés il n'y a pas longtemps. Voilà. Voilà comment c'est fait. Ouais, c'est très propre, hein, très clean. Propre à l'intérieur, tu vois. Voilà. Pour les enfants, le rouleau. Voilà. Tout simple. Et c'est du solide. Hein. C'est avec du bois. Le bois, c'est du Douglas. Ouais. Et après, comme c'est du bois, il faut faire attention tous les 6 mois, tous les ans. L'huile de lin, on n'a pas encore badigeonné d'huile de lin, on va le faire bientôt là. Et voilà, quoi, on est toujours prêt à faire des économies, c'est la base. En fait, tendre vers l'autonomie, c'est aussi faire des économies et se concentrer sur ce qui est le plus important. C'est-à-dire les 3 axes, hein, l'eau, l'énergie et de quoi se réchauffer, donc cuisiner en même temps, c'est-à-dire le bois, tout simplement. Voilà. Donc on réchauffe à peu près à 70% la maison avec cette cheminée-là. Je pense qu'il y a un conduit qui monte à l'étage en fait, qui passe par les 2 chambres, la chambre des garçons et la chambre parentale, qui réchauffe un peu le haut, hein, complètement le haut. Je pense qu'on arrive à réchauffer complètement le haut avec la cheminée. Et on compense à peu près avec 30% d'électricité. On chauffe un peu électrique. Toujours en fin de journée, dans les soirées les plus froides, qu'on allume bien le chauffage. Parce qu'on a des enfants en bas âge, quoi, on a besoin qu'ils dorment bien au chaud, bien douillés, quoi.
Donc on consomme à peu près une quinzaine de stères par an. On coupe principalement les arbres qui sont en train de tomber, penchés ou autres. Et donc pour le bois en fait, qui se chauffe, qui brûle facilement, on coupe du pin et du bouleau. Et pour le bois, pour leur caractère calorifique et pour la longévité au niveau du feu, quoi, tout simplement. On utilise du chêne et de l'hêtre. On a des petits morceaux comme ça. Là, on est rodé. Hein. Dès que c'est des cuissons lentes, on fait souvent là. Sinon, on est passé tout à l'heure à côté du four enterré. Ouais. J'ai un four enterré là-haut, là. On est passé à côté des toilettes sèches. Ah, d'accord. Il y avait Ouais. un truc par terre, là. On l'a abandonné parce qu'on cuit tout ça là-dedans, là. On va avec les fours à pain et four à pizza, ça va être bien, là. Hop. On met ça de côté là. On prend du bois qu'on a récupéré dans la forêt ou à côté, ici. Hein. On prend un petit peu comme ça. Tac. Hop, on va démarrer le feu. Du petit bois. Hop. Ça nous coûte une allumette. Et non pas une consommation de je sais pas combien de watts de four. Hein. Ou de gaz, tout simplement, parce que le gaz maintenant. Hop. C'est Barnabé Chaillot qui a sorti une vidéo récemment sur comment faire cuire de la nourriture au niveau énergétique. Et il en arrive à la conclusion qu'effectivement le bois c'est quand même un moyen super simple de faire cuire de la nourriture. Bien sûr. En plus pour faire le pain, tu sais le pain en poêle, dans une poêle, enfin dans un truc vitrocéramique ou induction, c'est difficile de faire gonfler le pain, tu vois, qui gonfle, tu vois, un petit peu. Parce que pour faire un peu d'épaisseur au pain. Alors que là, avec le feu, tu vois, avec un petit coup de vent, pas besoin de souffler quoi que ce soit. Ouais, oui. Franchement, c'est super. Et là, vu qu'on fait des brochettes, pour pas que les flammes, j'ai pris ça, des Non, petites briques. c'est gratuit. J'ai pris des petites briques comme ça, tu vois. Et alors, et juste pour ceux qui ne savent pas, contrairement à ce que certains pensent, au niveau bilan carbone, en fait, la quantité de CO2 qui est rejetée dans l'atmosphère, c'est la quantité de CO2 qui a été séquestrée par l'arbre au moment où il a poussé. Donc en fait, là, c'est du bois qui brûle, mais c'est neutre au niveau bilan carbone, ça. Attends, tu m'apprends cette chose, moi. Tu sais pas. Franchement, c'est Là, en fait, il y a du CO2. L'arbre, quand il a poussé comme ça, il a Ouais. séquestré du CO2. Et au moment où il crame, c'est ce qui était prévu c'est ce qui était prévu Voilà. d'être libéré. Ouais, Donc en fait, le bilan carbone est neutre. Et vous avez quelle surface là, de forêt au total? Alors, on a à peu près, déjà en totalité, on a 11 hectares de terrain. Donc on a à peu près 4 hectares de prairies et 7 hectares de forêt. Donc une forêt très dense avec différentes essences. Voilà. Alors pour info, pour une chauffe, tu utilises entre 6 à 8 kilos de bois, en sachant qu'une chauffe, c'est pas cuire une pizza et puis c'est tout. Tu lances ta chauffe, tu fais ton pain, tu fais cuire ta pizza, tu peux mettre un truc à mijoter en cocotte et tout, donc faut rentabiliser ta chauffe. Clairement, la cuisson en terre, hein, en terre cuite, hein, tout simplement. Ouais, des marmites en terre On peut cuite. laisser en marmite. Une fois qu'on a fini de faire notre cuisson à midi, par exemple, il y a une cuisson il y a des cuissons qui ont besoin d'un peu plus de temps, mais même avec un feu plus bas. Plus bas, tout simplement. Et on peut mettre par exemple des tangia, des pots en terre, des tagines ou autres, hein, tout simplement. Non, il faut optimiser le plus possible en fait l'utilisation du bois, ne pas le dépenser, le gaspiller parce qu'on en a plein. Il faut penser toujours comme si on en avait peu. Et normalement, ça peut que bien se passer tout simplement. Alors, je voulais juste vous montrer l'extérieur de la maison. En fait, pour que vous compreniez ce qu'on disait sur le chauffage à l'intérieur. Là, vous voyez, ça c'était une grange. Et donc tout ça c'est en pierre. Et là, vous voyez du crépi, mais en fait, parce que ça, et on le voit ici, c'est une annexe qui a été rajoutée à la maison et qui est en béton. Et donc c'est la raison pour... Pardon ? C'est l'unique partie qu'on chauffe au chauffage électrique. Ouais, et d'ailleurs on voit là-bas, il y a la cheminée qu'on a vue tout à l'heure avec la chaleur qui sort par là. Ça d'ailleurs, vous voyez l'épaisseur des murs. Hein, Il faut qu'il y ait un bon mètre. c'est... 80 cm, je pense. Plus l'isolation placo. Exactement, donc c'est extrêmement bien isolé. Et donc ensuite, là, c'est uniquement chauffé au bois de cheminée. et cette partie-là va être chauffée à l'électricité. Ouais. Donc peut-être explique comment on a choisi l'endroit. C'était un logiciel, c'est ça Non, en fait, il y a sur un site choisir le internet, meilleur endroit.
tu mets ton positionnement géographique, l'adresse clairement. Et vu qu'il a accès à la géolocalisation, il sait exactement comment il fait ton terrain. Les baraques, il utilise les fichiers clairement de la mairie, je pense. Hein. Géoportail. Ouais, géoportail, je pense qu'il utilise géoportail tout simplement. Et ils utilisent le meilleur endroit pour poser des panneaux solaires. Alors ça, j'ai vu, c'est la vidéo récente qui est sortie, là, ça. C'est la vidéo récente qui est sortie. Ouais. Et... Là, ça, c'est pour poser Ça, c'est le rajout qui vient de ça, c'est faire. l'extension. Et en fait, quand on pose une extension, c'est hyper simple, hein, parce qu'on n'a pas tout ce qui est branchement, passage de câbles souterrain et la pose du boîtier AC à l'intérieur de l'atelier, quoi, tout simplement. Ouais. Donc là, ce qu'on devait faire, tout simplement, c'est que du raccordement. On a juste posé les panneaux. On a déjà monté le support. Et ensuite, on a juste posé les panneaux, le micro-onduleur, tout ça. Ça devient simple une fois qu'on a posé l'installation complète. Voilà. Ben, moi, tout est branché, et là. Et là, c'est écrit coupure photovoltaïque. Tu vois, j'ai précisé. Voilà. Tout est branché à une prise. Tu peux voir que ça saute pas. Tout est nickel, ça fonctionne bien. On a remarqué, en fait, à quel moment il fallait utiliser les machines gourmandes. Tu vois, il y a des pics de puissance de production. Ta machine à laver, il faut la lancer à telle heure, si tu veux. Voilà. On sait qu'une machine à laver fait à peu près 1200 watts ou 1000 watts, par exemple. Une machine, le four aussi, mais le four, c'est autre chose, parce que le four, on arrive à faire un peu plus d'économie avec le four, parce qu'on chauffe maintenant un peu plus en extérieur. Maintenant qu'on investit sur le four à pain, pizza, que je te montrerai plus tard. Donc là, maintenant, en fait, tout simplement, à la maison, dès qu'il y a en dessous de style, par exemple, vu que les panneaux font 1200 watts, s'il y a un pic de production à 900 ou à 1000 watts, c'est ce qui risque d'arriver le plus souvent, quoi. On a moins de 900 watts ou moins de 1000 watts, donc notre électricité ne tournera pas là-bas, tout simplement. On n'utilisera pas l'électricité d'EDF, quoi, tout simplement. Et en même temps, tout ce qui sera produit par les 10 autres panneaux solaires qui sont posés là-haut, ils iront directement dans la batterie, ça charge la batterie tout simplement, en priorité. Et une autre façon encore d'utiliser ce type de batterie-là, ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est que je peux moi-même décider à quel moment j'utilise la batterie. Donc, période quand il y a par exemple... Heure pleine ou heure creuse, c'est ce dont on en parlait tout à l'heure. Ouais. Par exemple, de nuit, il y a les horaires d'heure creuse, c'est plus dans la nuit. Si jamais il y a une journée, il n'y aura pas beaucoup de soleil, tu vois, je peux valider rapidement, venir en appuyant sur un bouton, dire utilisation de la batterie automatiquement. Et là, boum, j'utilise la batterie. En ayant laissé la batterie en mode dépense, en heure pleine, quoi, tout simplement. Et en fait, là, c'est vraiment super. Parce que nous, la plupart du temps, l'après-midi, on est dehors. Et on lance les machines, on fait des petits allers-retours, on lance des machines. Et on va travailler en extérieur, on va profiter de l'extérieur, on va se poser, on regarde les enfants jouer. Ou quand on est en sortie, clairement, avant de partir quelque part en visite à la mer, ou faire des visites d'endroits historiques, tout simplement, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Ou par exemple, quand on emmène les enfants au sport, on allume les machines à laver, et voilà, on part tranquillement, on sait que la consommation qui va être faite, elle est totalement gratuite, parce qu'on sera à un moment d'un pic de puissance plus élevé que la consommation de la machine. Voilà. Tout simplement. On est sur une installation de 3000 watts crête. Donc là, on a 6 panneaux qui étaient installés pour la première installation. J'ai juste créé un raccordement en fait, qui est là. Voilà. Et ça vaut combien à peu près ça, 3000 en panneaux solaires, t'en as pour combien alors, à peu près? En panneaux solaires, à peu près, pour la première installation, à peu près 3000 €. Et la deuxième, à peu près 2000 €. Il y en a pour 5000 €. Au total. Alors, au total. Sachant que sur la première année, c'est-à-dire 2021, j'ai fait 563 € d'économie sur une installation, bien sûr, de 6 panneaux. Donc, si je reste dans ma facture habituelle, sur une consommation habituelle, j'ai préféré ne pas changer ma façon de consommer sur l'année. En fait, c'est une année test, pour voir en fait combien j'économiserai sans la jouer psychologique aussi. C'est-à-dire le fait d'avoir posé des panneaux, faire automatiquement me dire je vais éteindre cette machine-là, celle-là, celle-là. J'ai fait un petit sacrifice d'une année pour faire une sorte de petite étude sur nous-mêmes et notre dépense, notre consommation. Est-ce que j'allais gagner en fait en posant ces panneaux? Et là, quand on fait le calcul, il est hyper simple, hein. 563 €. Si je le multiplie par 5, on arrive à peu près 2800 €. On va dire clairement à la grosse quoi, en 6 ans, 6 panneaux solaires sont remboursés. Et ensuite, vu que des panneaux solaires peuvent rester 25-30
30, 50 ans, et encore, on ne sait pas vraiment si elles ne vont plus produire. Elles vont juste perdre en qualité de réception, tout simplement. Donc, créer moins d'énergie, tout simplement. Donc, elles produiront quand même. Il faut avoir l'expérience et le bon positionnement aussi. C'est pas poser des panneaux solaires parce que mon toit il est comme ça, ce sens-là. Il faut vraiment, avant de poser des panneaux solaires, c'est un conseil, c'est de vraiment faire une étude du meilleur positionnement avant de poser des panneaux solaires, que ce soit définitifs sur une toiture ou au sol. Le positionnement, c'est clairement, c'est primordial, quoi, tout simplement. Alors, je vais me permettre une observation. Je vais dire la même chose que j'ai dit quand j'étais chez Brian. Je trouve ça très intelligent de les avoir posés au sol et je pense que c'est stupide. On en a parlé dans la voiture, il est stupide de les mettre sur une toiture. Mais alors quand je vois la beauté de ta toiture, c'est vrai que ça aurait été bête. Oui, c'est une toiture en ardoise. Une belle toiture en ardoise comme ça, d'aller mettre des panneaux solaires dessus, ça aurait été bête. Hein. Ouais, voilà, Et puis même pour l'entretien, tu vois, il faut avec, tu vois, tu as quand même la forêt qui est à côté, tout ce qui est déversement de pollen, etc. Ça te fait une couche verte ensuite sur les panneaux. Donc si tu veux les entretenir, les nettoyer régulièrement, pour le nettoyage, tout simplement. Pour le nettoyage. C'est ce dont on parlait, tu n'as pas besoin de monter sur le toit. Exactement. Là, je viens, tu prends ton petit jet de tuyau à eau, tout simplement que de l'eau. J'ai une petite raclette qui est hyper flexible, quoi. Je viens et je nettoie tout doucement. Franchement. Et j'ajoute aussi un argument, c'est que quand on fait comme ça, là, on n'a pas besoin de faire de paperasserie en mairie, parce que d'un point de vue légal, il n'y a pas besoin d'autorisation. Comme pour mettre sur une toiture, il faudrait une autorisation. Là, il n'y a pas besoin. Y a pas de... C'est quoi, c'est 1m80 la 1m80. Exactement. Tant que l'installation ne dépasse pas de 1m80 de hauteur, enfin, elle n'est pas à 1m80 de hauteur, il n'y a pas besoin de faire de déclaration en mairie. Une simple déclaration préalable à Enedis. Il n'y a que ça qu'il y a à faire, tout simplement. Ensuite, le point de vue, en fait, c'est aussi tout ce qui est maintenance. C'est hyper important, la maintenance. Si jamais j'ai un micro-onduleur ou un panneau qui fabrique plus, il y a une panne quelque part, j'ai aussi risqué, clairement, ma vie, hein, parce que moi, je ne suis pas professionnel pour grimper au toit. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, il y aura un gros coût. Le fait de contacter un professionnel pour qu'il puisse faire la vérification de mes panneaux solaires, là, il faut qu'il enlève de la toiture, les arbres. Ça ne le fait pas, quoi. Je redonne mon argumentaire, parce qu'on en a parlé à table. Qui était très juste, mais les internautes n'étaient pas là. Ce que je dis aux gens, c'est que votre autonomie financière, il ne faut pas espérer l'avoir depuis votre ferme, parce que pour le faire, ça voudrait dire que vous n'avez pas un travail à côté, et ça veut dire que la totalité de vos revenus, c'est les produits agricoles que vous vendez. Or, vendre des produits agricoles, c'est déjà un métier en soi, ça s'appelle être agriculteur ou paysan. Si ça rendait riche, ça se serait. Et voilà, et si ça rendait riche, ça se serait. Et si en plus, il faut le faire en plus des démarches d'autonomie, un agriculteur, il se lève le matin à 7h, il commence à bosser à 7h, et le soir, il a pas fini sa journée. C'est ce qu'on fait. Et à la fin du mois, s'il arrive à se gagner 500 €, c'est déjà bien, quoi. Et il y en a qui sont dans une misère noire. Je maintiens et je pense que ce n'est pas le meilleur moyen de gagner de l'argent. Mais vous, non seulement, ce que je disais à table, c'est que ça fonctionne à cause d'une économie d'échelle, parce que vous faites ça à l'échelle de 9, et donc ce que de base, on fait beaucoup. C'est ça, vous faites de base beaucoup, donc vous n'avez pas un effort excessif à faire pour faire un peu plus que beaucoup. Et parfois même, on se retrouve, alors qu'on est neuf, et bien qu'on fasse, là cette année on essaie vraiment, on voudrait être performant au niveau de la conservation, donc bien qu'on fasse avec les excédents, notamment de légumes et même de poulet ou quoi, on peut faire de la conservation pour l'automne, hiver et tout, bien qu'on fasse ça, on a, tu vois, malgré tout de l'excédent, alors qu'on est neuf. Et l'autre truc que je trouvais intéressant, c'est que vous avez organisé ça de manière et alors là, pour le coup, c'est quelque chose que je recommandais. Vous avez organisé ça en privilégiant des produits sur lesquels vous faites une large plus-value. C'est-à-dire que si vous devez produire des poules, vous n'allez pas produire des poules. Vous allez on va pas produire de la poule rousse Exactement. Que tu revends 10 €, en effet. Vous faites des poules de race que vous allez pouvoir revendre beaucoup plus cher. Et donc, si vous en vendez moins, de toute manière, vous en vendez moins, mais vous les vendez plus cher. Tu me parlais du safran.
Si vous produisez une épice, ben vous allez vous débrouiller pour produire celle que de toute manière vous allez vendre le plus cher possible. Et mieux que ça, avec le safran, au-delà que ce soit une épice que tu revends entre 30 à 40 euros le gramme, tu peux encore plus optimiser ton revenu en faisant des produits dérivés. Tu as du miel safrané, tu peux faire plein de choses comme ça, et ça, tu les revends encore plus cher, quoi. C'est une étape. Ça, c'est en cours. Hein. On n'est pas vendeur de safran. Notre démarche à nous, c'est vraiment optimiser les récoltes, les productions, qu'elles soient optimisées et en priorité, qu'elles subviennent à nos besoins pour notre autonomie en priorité. Et ensuite, avec notre surplus, créer en fait un revenu. Et avec la création de ce revenu-là, ça nous permet d'acheter des produits et de financer ces pôles d'autonomie, financer le pôle volaille, financer le pôle potager, financer le pôle... Et donc, je disais, je serais curieux de voir lorsque la machine économique va fonctionner, si vous allez peut-être pas être les premiers à me faire mentir, en fait. Mais non, mais on ne te fera pas mentir parce qu'en fait, non, regarde. Il y a des points sur lesquels je reste sceptique. Je vous disais par exemple sur le safran, moi je pense que vous pouvez gagner de l'argent en vendant des bulbes, mais pas forcément en vendant le safran en tant qu'épice. Oui, en vendant les bulbilles que tu récupères, voilà, tu les fais grossir et tout. Ouais. Je pense que vous pouvez faire de la marge sur ça. Tu m'as donné une deuxième idée, ça c'est bien. Hein. Mais maintenant, je précise juste une chose quand tu dis que peut-être on sera les premiers à te faire mentir. En fait, je pense pas qu'on parviendra à te faire mentir parce que ce que tu dis n'est pas faux. C'est simplement que, il faut être très rationnel. Ton discours, il est vrai parce que tu parles de la généralité. Nous, on va pas se le cacher, on n'est pas une famille, lambda. C'est de plus en plus rare, les familles nombreuses. Donc, du coup, forcément, ton raisonnement, il peut ne pas fonctionner, mais parce qu'on est un peu un cas exceptionnel qui sort de l'ordinaire. Quoi, oui, à cause de la masse que vous produisez déjà à la base pour vous nourrir, la notion d'excédent ne veut pas dire la même chose que dans une famille de 3 personnes, un couple avec un enfant ou avec 2 enfants, quoi. Alors c'est Ténèbres ou Ragnar, lui? C'est Ténèbres, elle. Ténèbres. Un saut à plus de 2 mètres de hauteur, c'est ça? Ouais, on va faire un petit exemple tout à l'heure. En fait, les Malinois, on a démarré un élevage de Malinois. Donc nous, nos chiens, en fait, ils sont pratiquement toute la journée en plein air, toute la journée en travaux, soit avec les enfants, soit avec nous. Ils sont entraînés en début de matinée, je les entraîne pour qu'ils sur différentes activités. Ils repèrent bien ce qu'on fait en journée quand on veut rentrer les animaux. Le Malinois, c'est un chien d'une extrême intelligence. Si j'ose, j'espère que les pros m'en voudront pas, si j'ose, je te dirais qu'il est tellement intelligent, tellement observateur que t'as pas réellement besoin de l'éduquer. Si toi, tu as un mode de vie sain, qui va bien en plus avec la nature de cet animal, tu fais ta vie et il t'observe et de cette manière, il va s'auto-éduquer, quoi, juste en t'observant faire. Il est clairement intéressant d'aller vers l'élevage de ce type de chien parce que ça demande pas forcément un travail en plus. Ouais. Ils s'occupent tout seuls des fois, ils arrivent à se débrouiller tout seuls. Ils sont toujours là, ils ont soif de travaux, mais d'une certaine façon, nous on se fatigue pas plus. Quoi. Et ça vaut combien un Malinois? Si tu vends un Malinois, tu le vends combien? Un Malinois, ça se vend entre 600 700 euros dans la zone où on vit. Ouais. Mais une idée que je vais développer parce qu'en fait... Écoute le fin stratège. Non, parce que j'ai un mari qui est un fin stratège, vas-y. J'ai regardé un peu les annonces sur d'autres départements, sur d'autres régions. J'ai remarqué qu'en fait, en Ile-de-France, un Malinois, ça va de 1000 euros à 1200 euros. Je me suis dit, je suis à 2h30, 3h de Paris. Avec la carte famille nombreuse. Avec la carte ça coûte moins cher. Avec la carte famille nombreuse, me déplacer avec un chien, même en voiture. Hein. Ouais. Si j'ai 2 chiens, 3 chiens, je fais un aller-retour. Si j'ai une dépense de 100 euros, moi derrière j'ai une plus-value de 400 euros. Ouais. Avec 10% de dépenses, je fais mon aller-retour et je vends mon chien plus cher. Ouais. Voilà. Toujours avec la priorité. Les voilà les Malinois. On parle d'eux et ils arrivent. On parle d'eux et ils arrivent, voilà. Donc, clairement, imaginons 2 portées de minimum 6 individus. Ouais. On va rester sur 6 individus. Ça fait 12 chiens vendus. 12 chiens vendus à 1000 euros. On va rester sur 1000 euros. On arrive à des sommes de 12 000 euros. On arrive à 12 000 euros. Et 12 000 euros, ça correspond à quoi? 1000 euros par mois. Donc ça, c'est un noyer qu'on a découvert, tu vois, à force de débroussailler. Et on se demande ce qu'il fout là, d'ailleurs, parce que c'est le seul noyer sur les 11 hectares. Donc, je ne sais pas s'il y a un écureuil qui a chopé une noix chez quelqu'un et qui est venu
se l'a mangé ici et qu'il y en a oublié quelques-unes en chemin. Toujours est-il que tu as un noyer. Le tronc a pris cher. Ouais, il a été grignoté. Ouais. Mais Ça sent le chevreuil que quand l'arbre était jeune est venu, Cheval ou âne. est venu Ouais, lui aussi. bouffer l'écorce. Ouais. Mais, Mais voilà, toujours est-il que c'est sympa de voir que tu as une essence complètement isolée comme ça, Ouais. au milieu de plein Alors, d'autres arbres. juste pour vous montrer, regardez, ils ont fait un chemin pour pouvoir accéder jusqu'au noyer, au milieu de cette forêt de fougères. Ouais, Ouais. ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, ce noyer-là était entouré de ronciers. De 2-3 mètres de hauteur. C'est ça aussi qu'il a C'est ce qui l'a protégé, à mon avis, des des animaux sauvages. animaux Quoi. sauvages, tout simplement. Non, en fait, dès qu'on l'a débroussaillé, on a remarqué en fait que le sol aussi, il restait que les coques vides. Ouais. C'est qu'il y a des animaux qui venaient se servir, à mon avis. Alors comme le disait Mathilde tout à l'heure, vous ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, il y a une diversité des sources de revenus. Mathilde, tu disais, il y a aussi YouTube. Vous gagnez combien, vous? Alors moi, je vais peut-être te choquer, mais j'ai pas envie de dire exactement combien je gagne, parce que avec beaucoup d'humilité, de tact et de calme, je voudrais simplement dire que j'estime ne pas avoir à me justifier de mes revenus, surtout quand ça m'est exigé de la manière dont ça a pu nous être exigé parfois par certains commentaires sur YouTube. C'est-à-dire que... Ah, tu parlais pas de moi, là, parce que j'exigeais pas... non, pas du tout. Ah, là, Non, tu étais non, en train de je faire parle, référence à un autre truc, d'accord, c'est pas moi Je qui parle parle. de différents commentaires qu'on peut avoir sur YouTube. Avec des En gens fait, qui demandent tes revenus, ouais. Voilà, ils partent du Ouais. principe que puisque tu t'exposes, tu dois forcément indiquer comment enfin exactement combien tu touches, si tu fais des partenariats ou pas, si tu monétises ou pas. Et en fait, nous, très clairement, dès le départ, quand on a commencé sur YouTube de base, c'était pour partager notre mode de vie qu'on kiffait. On voulait absolument dire aux gens, c'est génial, faites-le aussi, vous allez grave vous C'est toujours épanouir. comme ça. Hein. Voilà, c'était ça. L'idée, c'était un partage au départ. Forcément, très vite, tu comprends qu'il y a un revenu à en tirer. Tu peaufines les choses, tu essayes de proposer du contenu de qualité et tu essayes d'en faire aussi une source de revenus. Mais alors, en dehors de la monétisation YouTube, nous, ce qu'on a développé, ça a été le fait de proposer, de par le contexte très propice dans lequel on vit, ce paysage champêtre, les animaux, etc., qu'on peut avoir autour de nous, c'est très bucolique. Donc on propose en fait à différentes... On a ouvert une entreprise, on est auto-entrepreneur d'une entreprise de vidéastes et photographes. Et en fait, on propose nos services, donc ça peut être des photos et des vidéos, toujours de mise en situation, toujours un minimum scénarisé, pour différentes entreprises du milieu qui vendent des produits dont la plupart des autonomistes vont avoir besoin. Un petit exemple. Donc ça c'est en dehors de YouTube, c'est quelque chose qu'on propose à côté. En fait, on s'est fait repérer de par l'activité qu'on avait sur YouTube de cette façon, en proposant des contenus de qualité. Quand tu fais ton taf, ah oui, c'est du taf. Hein. Faire créer des vidéos, faire des montages, c'est du travail. Il y a un travail de réflexion, il y a un travail de prise de vue, il y a un travail aussi quand tu essayes d'apporter un minimum d'informations à ton audience, de recherche. Donc tout ça, c'est du travail et je suis très, très contente de le faire. Je le fais avec beaucoup de plaisir, mais voilà, En plus, c'est pas les gens tout qui nous travail payent, mérite salaire. Donc si tu veux, moi je veux bien discuter autour de la table parce que c'est l'objectif. Hein. On est là aussi pour partager aux gens comment financer leur l'impression que projet. je t'avais vexé en posant la non, question. Pas du tout, on parlait pas de toi. C'est pas moi qui suis concerné. Moi, très bien. Non, Alors non. énervez-vous sur la personne sur laquelle vous vous Non, énervez, mais moi c'est mais des c'est pas petits... moi. Donc si tu veux, au bout d'un moment, t'as envie de dire, t'as envie de dire aux gens, les gars, moi je vous demande pas de vous justifier de vos revenus. Ce que je fais, j'ai à m'en justifier auprès de l'État. Je dois faire mes déclarations comme tout le nous, monde. on fait pas de quête, hein. On fait pas de quête Tipeee ou autre à réclamer de l'argent. Hein. Moi non plus. C'est un autre sujet, mais si tu veux, avant, mais je l'ai fermé. Ouais. moi je partage, j'ai aucun problème avec le fait de partager aux gens entre guillemets, comment créer une espèce d'autonomie financière en fonction de son contexte et arrêter d'aller travailler pour enrichir autrui. Ça, j'ai aucun problème là-dessus. Je te donne des fourchettes de prix, etc. Mais ensuite, j'ai pas à me justifier, tu vois,
150 ans, surtout quand c'est exigé, ou surtout quand on essaierait de faire passer ça, tout ce qui est monétisation sur YouTube ou partenariat, comme non éthique, non moral. Moi, je me suis engagée auprès de personne à ne pas monétiser. Je me suis engagée auprès de personne à ne pas faire de partenariat. Moi, j'ai une famille à nourrir. Je veux être autonome financièrement. J'ai pas envie d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, je fais en sorte, avec mon mari, fin stratège ici présent, de développer tout un travail de réflexion, de stratégie pour financer notre projet, quoi, et nourrir nos gamins. Donc, je veux dire, il n'y a quoi de plus éthique et plus moral là-dedans, quoi. Qu'est-ce qui nous a fait atterrir dans ce mode de vie, permaculture, autonomie, etc. Et souvent, on pense que c'est ça qui a fait qu'on prenne la décision de faire l'école à la maison. En fait, c'est tout l'inverse. Nous, c'est l'école à la maison, c'est l'instruction en famille qui nous a amenés vers ce monde-là et dans ce mode de vie. Donc, j'essaye de la faire super brève. Au moment de devenir parents, tous les deux, on s'est rendu compte, enfin, on a commencé à apprécier de loin la responsabilité que ça allait être. Et en fait, on avait absolument besoin, comment te dire, de retrouver du sens. On ne pouvait pas se contenter de faire comme on a toujours vu faire et comme tout le monde fait. Il fallait qu'on retrouve du sens. C'était important pour nous. Quand tu deviens parent, c'est des enfants que tu amènes à la vie, mais c'est aussi toi qui commences une nouvelle étape de ta vie, d'accord ? Et donc, on avait besoin de retrouver du sens, on a eu besoin d'opérer un espèce de retour aux sources, et pour nous, le retour aux sources, c'est passé par un espèce de retour à naturel dans chaque chose. Donc, si on prend les choses dans l'ordre chronologique, c'est comment t'envisages de faire naître tes enfants. Donc, par exemple, on est passé par le choix de l'accouchement à domicile. Ensuite, c'est comment tu vas être parent, comment tu vas exercer, enfin, comment tu vas vivre ta maternité au quotidien, donc allaitement, cododo, tu vois, tout ce genre de choses qui s'appelle entre guillemets le maternage proximal. Et donc, une chose après l'autre, tu arrives au moment où tes enfants doivent démarrer leur scolarité, doivent être, où le moment de l'instruction, la question de l'instruction se pose, et là, il y a une espèce d'essayer de retrouver quelque chose qui ait du sens, quoi. Et pour nous, la scolarité et la délivrance de l'instruction telle qu'elle est proposée dans le système scolaire actuel, à bien des égards, elle ne faisait plus sens, quoi. D'accord ? Ou plutôt, elle convenait pas à notre façon de vivre, quoi. Ouais, ou à notre façon de voir les choses, voilà. si on peut dire ça comme ça. Donc du coup, on y a été à tâtons, et c'est pour ça que je t'ai dit, on s'est lancé dans l'instruction en famille au début de manière très très académique. Et puis, ça devient vite, je le dis pour les parents qui s'y intéresseraient, ça devient vite lassant. Parce qu'en fait, faire des maths pour faire des maths, faire du français pour faire du français, faire des exercices à tes enfants, faire que du formel, ça devient vite lassant. Donc là aussi, même dans ce même là-dedans, il a fallu retrouver du sens. Et comment on a trouvé du sens et comment ça a commencé à devenir passionnant en s'intéressant à comment en fait comment se développe l'enfant en fait, de tout petit à petit enfant à adolescent.